Bonjour tout le monde, petite vidéo sur mon sujet de mémoire. Et aujourd'hui, on va parler un peu de comment je peux savoir des choses sur la mine de Champagnac. Sur quoi je peux m'appuyer pour savoir ce que je sais, ce que je vais mettre dans mon mémoire. Les sources sont de plusieurs natures. Alors, il y a évidemment les sources écrites, c'est la première source auquel on pense, et sur la mine de Champagnac, elles sont très nombreuses. Parce que la mine, ça a été une administration, ça a été une entreprise, elle a fait son administration, et toute administration produit énormément de documents, et donc une partie a été conservée. Donc ça va des fiches de paie, les rapports internes, les rapports sur les accidents, les rapports sur le fonctionnement, la comptabilité, liste de personnel, tout ce genre de documentation que produit toute administration. Même puis de la correspondance interne, beaucoup de correspondance interne, donc entre différents services de la mine, après nationalisation de la mine à Champagnac avec les houillères d'Auvergne. Et ces différents courriers évoquent différents aspects, différents sujets, ils nous renseignent dessus. On a également l'administration des houillères d'Auvergne elle-même à partir de 1946, qui ont aussi énormément de documents administratifs, énormément de rapports aussi chiffrés, des tableaux chiffrés, statistiques, parce que les houillères d'Auvergne, pour gérer leur mine, avaient besoin de chiffres, de statistiques, et donc elles avaient des tableaux à la pelle, avec des données statistiques sur leurs différentes mines, et ça nous donne du coup des informations à ce niveau-là. Elle aussi avait des correspondances avec différents acteurs. Donc ça aussi, ça nous renseigne. Donc on a toute une documentation, on va dire, interne à l'entreprise qui est très riche et qui, pour une partie, n'avait pas vocation à être publique. C'est pas des sources qui avaient vocation à servir de source. C'est de la production organique et qui, pour une partie, servait à un fonctionnement interne et avait donc normalement censé être fiable. Tu vois, c'est pas des sources qui avaient tendance à être falsifiées puisque c'était des sources internes. Par contre, il peut y avoir des erreurs, évidemment, sur la connaissance de la mine, sur les chiffres de productivité, de production, notamment quand c'est un chiffre qui est donné juste après. Parfois, il faut du temps pour calculer certaines données, donc elles sont parfois imprécises, elles peuvent s'être trompées, donc ça, il faut prendre en compte qu'il peut y avoir des erreurs. Mais les ordres de grandeur sont comme souvent assez bons. Après, pour la correspondance, là, il peut y avoir par contre du mensonge, de la dissimulation, d'un peu une présentation de la vérité sous certaines formes, parce que, en fonction des acteurs auxquels on s'adresse, notamment lorsqu'il s'agit d'élus locaux ou de la préfecture, et ça c'est notamment le cas pour tout ce qui concerne la fermeture de la mine de Champagnac, qui est l'élément sur lequel j'ai le plus de sources, lorsqu'il faut justifier la fermeture de la mine ou présenter son action au niveau pour les houillères, on les présente ça sur un angle positif, on dit on fait plein de trucs pour aider à la reconversion, et puis la fermeture, on n'a vraiment pas le choix. Et puis parfois on voit que l'angle, dans les comptes rendus, les procès-verbaux des réunions mensuelles du conseil d'administration des houillères d'Auvergne, le discours est parfois un peu différent. Donc voilà, ces sources sont parfois à prendre avec des pincettes, comme toute source, il faut avoir un regard critique dessus. Et comparer les sources entre elles et voir quelle source, dans quel contexte, peut avoir quel biais. Mais on a donc le gros des sources, c'est les sources internes administratives. Mais c'est pas les seuls. Il y a également tout ce qui est rapport qui est produit sur la mine. Et ça, les rapports, il y en a faits par plusieurs acteurs. On a déjà les acteurs directement en lien avec la mine. Les délégués mineurs, qui sont des mineurs élus par les mineurs à partir de la fin du 19e siècle et qui font des inspections régulières et qui donc font des rapports sur la sécurité, sur les conditions de travail, sur l'état de la mine. Donc ça, c'est des sources. Alors souvent, après, ça dépend du coup des mineurs. Est-ce qu'il est plutôt proche des syndicats ou proche de la direction de la mine? Il y avait un combat souvent entre les syndicats et la direction de la mine pour imposer des délégués mineurs pour qu'ils soient plus ou moins proches d'un camp ou de l'autre. Donc dans un cas, ils vont être plus durs envers la direction de la mine sur les conditions de sécurité et sanitaires. Dans l'autre cas, ils vont avoir tendance à les minorer. Ça, c'est aussi ça. Souvent, on ne peut pas savoir. À moins d'avoir des documents qui attestent sur l'élection de tel délégué mineur et qui nous disent que tel délégué mineur était plutôt proche de la direction ou pas. Mais le problème, c'est qu'on a, en tout cas pour l'instant, j'ai pas vraiment de source là-dessus. Il y a des endroits où de telles sources écrites existent. C'est le cas à Carmaux, par exemple, pour la mine de Carmaux. À la mine de Champagnac, de telles sources sont plus rares et parfois elles ont pu être perdues ou juste elles n'ont pas été produites ou je les ai pas encore trouvées. Différentes possibilités existent. On a également les ingénieurs des mines, ça c'est des agents de l'État qui font des inspections dans les mines régulièrement eux aussi, et qui font des rapports sur l'état de la mine, et là aussi sur les questions de la sécurité, des conditions sanitaires, les conditions technologiques, techniques de l'exploitation, donc c'est les sources aussi. On a également la préfecture, et les renseignements généraux qui vont s'intéresser à la mine, eux c'est plutôt dans des cas particuliers, lorsqu'il y a une grève, un mouvement social, ou lorsque la mine se prépare à fermer, que en tout cas son avenir paraît menacé, donc dans les années 1950, mais là, on s'inquiète de l'avenir du territoire parce que c'est un bassin d'emploi qui va être sinistré. Il y a des milliers de personnes qui vivent grâce à la mine. La préfecture estime à ce moment-là que c'est 5000 personnes. Donc, c'est pas rien.
Donc une telle fermeture, ça va avoir un impact important, ça peut avoir un impact sur le climat social. On craint que les communistes en tirent parti pour remporter la mairie d'Ide. Donc, la préfecture s'y intéresse, il y a des rapports qui sont conclus, qui sont rendus, envoyés au gouvernement, des correspondances entre le préfet et le sous-préfet, entre le préfet et les élus. Et donc on arrive aux autres correspondances, qui permettent aussi d'en savoir beaucoup. On a les correspondances entre élus, entre eux, correspondances élus-préfecture, élus-mine, préfecture-mine, pour les correspondances avec des agents de la police, correspondances avec des particuliers, avec le gouvernement évidemment, préfecture, gouvernement, élu, gouvernement. Voilà, donc il y a énormément de correspondances. Là-dessus, je peux citer la correspondance d'Augustin Chauvet, qui était député du Cantal, qui est beaucoup intervenu dans la question de la reconversion. Donc on a une grande partie de sa correspondance. On a des lettres d'Alfred Basset, qui était maire et conseiller général d'Ide. Beaucoup de correspondances du préfet, du sous-préfet de Mauriac, dont dépendait Champagnac, entre eux ou avec eux-mêmes avec d'autres différents acteurs. La correspondance des Houillères. Donc ces courriers contiennent énormément d'informations. Et à chaque fois, il faut quand même s'intéresser à qui produit ce courrier et l'envoie à qui. Parce que, en fonction de qui écrit à qui, de l'objectif de la personne qui écrit et de ce qu'elle peut penser de la position à qui elle écrit, de ce qu'elle attend de cette personne, le courrier va pas être le même. Le préfet peut se montrer plus hostile aux Houillères d'Auvergne lorsqu'il écrit à Alfred Basset, qui lui-même est très hostile aux Houillères d'Auvergne, et a tendance là à plus exprimer, semble-t-il, une opinion hostile aux Houillères d'Auvergne, donc soit pour être du côté d'Alfred Basset, soit parce qu'il se sent plus apte à ce moment-là à exprimer ce qu'il pense vraiment, alors que quand il écrit aux Houillères d'Auvergne, alors parfois on sent quand même qu'il est un peu sec avec elle. Donc je pense qu'il a vraiment une hostilité à leur attitude par rapport à la mine de Champagnac. Je pense qu'il était sincèrement hostile à la fermeture de la mine, mais juste il l'exprime quand même beaucoup plus poliment quand il s'exprime, il communique avec les Houillères d'Auvergne, que quand il parle des Houillères d'Auvergne avec Alfred Basset dans une correspondance qui à ce moment-là est privé, qui n'a pas vocation à être rendu public. Donc ça voilà, si on peut voir les différences entre les positions et essayer de partir de là de déterminer quelle est l'opinion du sous-préfet, du préfet sur la question. En sachant que voilà, à moins d'avoir son journal intime, on ne peut pas être sûr de... Et encore même avec un journal intime, il faudrait vraiment rentrer dans sa tête. Sauf qu'il est mort, et que rentrer dans la tête des morts, c'est compliqué. Et ça se fait pas. Mais on peut voilà, essayer d'en savoir plus. Ensuite, on a la presse aussi, des articles de presse sur certaines périodes. Donc, c'est permet de voir du coup le journaliste. Que se pensent les différents courants de la presse, parce que déjà la presse peut représenter un courant d'idées. On a la presse communiste, on a la presse syndicale, on a la presse de la montagne, plutôt centre-gauche. On a la presse les poujadistes qui avait parlé de la mine de Champagnac une fois, donc avec une autre position, d'extrême droite, pro-petit patron, qui donne d'ailleurs lui la parole à Paul Riband, qui était l'ancien responsable de la mine avant d'être exproprié par la nationalisation. Donc quelqu'un qui a une position et une opinion bien particulière sur le sujet. Ensuite, on a ces articles ensuite nous donnent des informations elles aussi, mais quand encore une fois il faut prendre avec des pincettes. Comment le journaliste sait ça? Les biais du journaliste et du journal, évidemment. Globalement, tous les journaux sont hostiles à la fermeture de la mine. Donc, leurs articles ont tendance à être hostiles à ce qui se passe. Hostiles aux Houillères d'Auvergne. Donc, il faut prendre en compte ce biais-là. Mais c'est des articles intéressants pour avoir des dates, pour avoir des informations sur la visite de tel ou tel personnage, qui peut être évoqué dans la correspondance aussi, mais ça permet parfois aussi de recouper les sources entre elles. Et ça nous renseigne, du coup, comme je vous l'ai dit, sur qu'est-ce qui intéresse la presse, quel est son point de vue sur le sujet. Ensuite, au niveau des sources écrites, on a les tracts politiques, mais là, on a les syndicaux, là, on a notamment le PCF et la CGT. Ça nous permet de connaître leur position sur le sujet, de voir ce qu'ils font face à cette situation, face à la situation de la fermeture de la mine. Et plus anciennement, on a moins, mais on a des tracts anti-grève, deux tracts anti-grève en 1929 et quelques documents éparses, mais beaucoup plus éparses sur quelques points précis. Mais pareil, ils peuvent nous renseigner sur ce qui se passait dans ces événements-là, sur la grève de 1929, de voir qu'il y avait un groupe d'ouvriers hostiles à la grève. Après, on a très peu d'infos dessus, on ne sait pas, parce qu'ils restent anonymes. Ce qui me laisse tendance à me faire penser qu'ils étaient quand même assez minoritaires s'ils n'osaient pas donner leur identité. Et j'aurais tendance à penser, parce qu'en plus, c'était quelque chose qui se faisait souvent, qu'ils étaient à la solde de Paul Riband, qui était directeur de la mine, et qui les influençait, et en tout cas qui leur donnait les moyens d'imprimer ces tracts, parce qu'ils ne parlent pas au nom d'une organisation syndicale, mais juste d'un groupe anonyme. Donc il n'y a pas d'organisation syndicale pour financer et organiser l'impression et la distribution de ces tracts.
Donc ça laisse penser plutôt un soutien financier de Paul Riban. Et donc peut-être aussi que ce soit lui qui soit derrière ce qui est dans le contenu lui-même. Mais ça, difficile de le savoir. Là, il nous faudrait des archives personnelles de Paul Riban, difficile à obtenir. Donc là, on a quand même voilà, pas mal de sources écrites. Ensuite, on a les sources, des témoignages pour les dernières périodes de la mine, à partir de gens qui ont connu l'époque. Alors malheureusement, on n'a plus vraiment d'anciens mineurs. On a un avec qui je vais parler, mais qui a travaillé que 2 mois à la mine. Sinon, c'est des personnes qui étaient là dans la région à ce moment-là, qui peuvent se rappeler des émotions, de ce qu'eux-mêmes ont ressenti lorsque la mine a fermé, de ce que leur entourage ressentait, se rappeler de la fermeture de tel puits, de l'abattement de telle cheminée, de ce qui est devenu leurs parents mineurs, est-ce qu'il est parti ailleurs, est-ce qu'il a travaillé dans une autre mine, dans une autre activité, l'évolution de son salaire. Donc, c'est le genre de questions intéressantes que je peux tenter d'éclaircir à partir de témoignages. Ensuite, il y a des sources précises dans les témoignages. Il y a les témoignages qui ont été recueillis entre-temps. Notamment, il y a 9 mineurs qui témoignent en 2000. Il y a un film qui a réuni des extraits de leurs témoignages, un petit film de 16 minutes, qui nous permet aussi d'avoir une parole de gens qui ne sont plus là aujourd'hui, et qui du coup, voilà, on a cette trace-là, partielle, mais qui nous renseigne sur le quotidien des mineurs, leurs conditions de travail à ce moment-là. Après, les témoignages, c'est des sources à prendre avec des pincettes, parce que le témoignage, il est recueilli des décennies après, donc déformé par le temps. Le souvenir est déformé par le temps, il est partiel, il est aussi influencé par ce qu'il a impacté la personne, les émotions qu'il a en rapport, même les discussions que les mineurs ont pu avoir entre eux, ou les familles de mineurs, il y a les souvenirs se reconstruisent comme ça. Donc c'est des sources, voilà, le témoignage c'est une source à prendre avec beaucoup de pincettes. Il faut savoir aussi, est-ce que le témoin nous dit la vérité ou pas? Est-ce qu'il nous dit tout? Sciemment ou pas sciemment? Parfois il peut occulter des choses... Voilà, il a ses biais personnels, il a son opinion personnelle sur le sujet et ça va forcément orienter son témoignage. Donc ça, il faut clairement le prendre en compte lorsqu'on utilise des témoignages, mais quand même c'est une source très pratique pour récupérer des choses qui n'ont pas été écrites. Notamment ce que pensaient les mineurs, ce que ressentaient les mineurs, comment ils vivaient leur travail, mais ils ont laissé très peu de sources écrites dessus. On a quelques sources écrites des mineurs ou de leur famille avec quelques poèmes, des écrits pour ceux qui étaient engagés sur le plan militant. Mais sinon, oui, quelques poèmes, quelques chansons qui ont été écrites, mais très peu de sources écrites laissées par les mineurs. Donc le témoignage, c'est une des rares manières d'essayer d'atteindre cet élément-là. Après, on a tout ce qui est vestiges, donc vestiges immobiliers avec les infrastructures de la mine qui sont encore présentes aujourd'hui, quelques-unes, une lampisterie, 2 anciens puits, une partie du four à coke, quelques ruines. Les vestiges au niveau des outils, ça on a pas mal au musée de la mine, des pioches, les pelles, les haches, les différents outils d'entretien, les casques, les lampes, tout ça nous permettent de voir du coup qu'est-ce qui a été utilisé. Bon, après c'est des sources qui isolées servent pas énormément. Après d'après il y a des méthodes archéologiques pour les étudier, pour les dater, tout ça, mais c'est vrai que individuellement, hors contexte, voilà, c'est compliqué à utiliser, mais dans leur ensemble, ça nous permet quand même d'avoir un peu une idée de ce qui était utilisé comme outil surpassé, de différents moments. Après, il y a les sources qui ne sont pas directement en lien avec la mine, mais qui peuvent me servir. Tout ce qui est source de recensement de population, qui nous permet d'avoir des chiffres de population pour Champagnac et Île, quartier par quartier, hameau par hameau, donc ça me permet de voir notamment la population des zones où les mineurs étaient installés, le nombre d'étrangers, ce qui me permet aussi d'avoir des sources sur les recrutements des étrangers par la mine, parce que lorsqu'on a des étrangers qui, d'un coup, leur nombre augmente grandement, mais spécifiquement dans les quartiers ou hameaux proches de la mine, là où les mineurs étaient installés, on peut facilement quand même se dire que c'est en lien avec l'activité minière et que c'est les mineurs et leurs familles. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des informations à ce niveau-là. En fait, tout ce qui est archives qui parle de l'histoire locale, archives de tribunaux de commerce pour avoir des informations sur les dates et d'ouverture et de fermeture de commerce, par exemple, dans la région. Puis oui, tout ce qui est archives encore politiques peuvent parler de la vie locale. Ouais, il y a vraiment une part aussi d'histoire locale au-delà juste de l'histoire de la mine, qui est intéressante. Et après, on peut aller dans les archives des clients de la mine et des fournisseurs de la mine aussi. Ça peut être intéressant de trouver des éléments là-dedans. Voilà, c'est des choses que j'ai pas encore exploitées, mais qui peuvent exister. Après, il faut aussi les identifier, ça c'est un problème aussi, et voir s'ils ont gardé des sources. Ça, c'est aussi un autre problème. Mais c'est des choses, des pistes à explorer qui seront pas toutes explorées dans le cadre du mémoire, hein, qui reste un travail assez sommaire comparé à un travail de recherche en thèse, en doctorat, ou d'écrire un livre vraiment d'historien. Voilà. Moi, je reste sur un travail pour l'instant encore, c'est vrai, voilà, de mémoire. Et j'ai déjà beaucoup de choses à travailler. Mais voyez un peu ce qu'on a pour cerner le sujet. Et j'ai fait que survoler, hein, c'est vraiment un survol de ce qu'on a pour étudier le sujet.
pour vous donner un peu une idée de la chose. Donc je vais pas être beaucoup plus long là parce que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et à commenter si vous avez des questions sur certains types de sources. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui arrivent chaque semaine. Bref, je vous dis au revoir et bonne journée, soirée, nuit, matin, ce que vous voulez.